Donc, Christine Fumagalli, présidente d'Orpi. Bonjour Christine. Bonjour Stéphane. Alors donc, Orléans. Orléans, c'est toujours une ville privilégiée pour la destination. C'est toujours le boom. Toujours le boom. C'était très très spectaculaire. Oui. Je crois que c'était des hausses de 30%. Alors, vous nous parliez au était sortir du confinement. On était au-delà de 20% effectivement sur les villes d'Orléans. On a Le Havre qui a rejoint Orléans. On a Limoges qui a plus 15%. Donc on a un vrai Limoges, c'est déjà plus loin. Enfin, Limoges, c'est déjà une ville qui doit presque vivre par elle-même, quoi. Enfin, il y a. Oui, c'est vrai que c'est une ville qui par elle-même s'autosuffit, qui a fait beaucoup de choses et qui a intérêt à s'autosuffire. Qui est très fort. Mais c'est ce concept. Alors, on va laisser de côté Le Havre. Je ne crois pas qu'il y ait de cathédrale au Havre, mais c'est ce concept de ville-cathédrale là. Reims, Chartres, Orléans. Qu'est-ce que vous avez d'autre? J'avais regardé un petit peu autour de Paris. Alors, autour de Paris, on a des villes dans le Perche, qui sont des villes qui montent. On a eu Évreux aussi, qui n'est pas tout à fait le Perche, mais on a Évreux, qui est. Il y a une cathédrale à Évreux. Une vraie destination. Je n'ai pas l'impression, je me renseignerai, mais je n'ai pas le sentiment. Bon, après, on a effectivement plus en allant vers le nord, on a des villes comme Beauvais, qui sont des villes qui ont été. Là, il y a une cathédrale. Je suis en train de chercher où on a la cathédrale. Beauvais, il n'y a pas de doute. En fait, toutes les villes moyennes qui sont à des distances raisonnables pour pouvoir faire des trajets, que ce soit en voiture ou que ce soit donc en moyen de transport en commun, sont des villes qui émergent. Et quand on fait un sondage aujourd'hui chez Orpi en avril, on a 52% des détenteurs de projets qui ont envie d'aller vers des villes moyennes. Donc voilà, ça représente aujourd'hui une majorité de gens qui cherchent à bouger. Ça peut faire vraiment du volume, ça, Christine? Enfin, parce que bon, il y a du déclaratif. Après, il faut organiser la vie dans ces villes-là. Alors, ce qui est à surveiller, c'est la façon dont les projets vont se terminer. Mais on a quand même 23%, donc presque un quart des projets qui aujourd'hui nous disent on veut absolument, on finalise. Quand vous dites un quart des projets en volume, est-ce que je peux avoir une idée en volume de ce que ça représente? C'est quoi? C'est 10 000, 20 000, 50 000 projets? Alors, si on parle du nombre de transactions chez Orpi, on est à plus de 40 000 transactions à l'année. Je vous laisse faire le calcul. Ça représente déjà un mouvement important vers les villes moyennes. Ouais. On a également des clients qui flèchent également sur les zones rurales, notamment les investisseurs. Ça, c'est également une vraie tendance. C'est que tout le monde a entendu que ces zones rurales et que ces zones en ville moyenne, donc plutôt les régions et hors métropole, sont en train de prendre de la valeur. Donc on a des investisseurs plutôt jeunes qui sont en train de regarder pour aller acheter, notamment dans les zones Action Cœur de Ville ou en tout cas éligibles de Normandie. C'est peut-être aussi une bonne façon aujourd'hui d'arriver à faire fonctionner ce dispositif. C'est quoi? Alors, je ne connais pas. Là, je dois vous dire, je ne connais pas. Il y a tellement de dispositifs de défiscalisation immobilière, celui-là m'avait échappé. C'est quoi le dispositif de Normandie? Alors, le dispositif de Normandie, c'est toute la partie aide que l'on peut avoir en fiscalité, dans la mesure où on achète un bien dans des villes qui sont éligibles, donc qui ont fait acte de candidature. Il y en a 223 ou 224 pour les revitaliser, en fait. Pour revitaliser les cœurs de ville, parce que c'est les cœurs de ville qui étaient en détresse et qui, avec ce mouvement de population là depuis 18 mois, vont retrouver tout doucement, à condition bien sûr qu'elles fassent aussi des efforts d'infrastructure, parce qu'il faut des crèches, il faut du transport, il faut des commerces, voilà, il faut pas Non, mais c'est ça le truc, c'est que... Et puis c'est la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut des maires super courageux pour investir et attirer le monde, parce que, ça peut se faire dans l'autre sens, mais... je parle, c'est votre expérience. En tout cas, il faut qu'ils attirent, parce qu'il y a effectivement des dispositifs fiscaux qui peuvent attirer, il y a les mouvements et les envies de nos clients qui ont envie de verdure, qui ont envie d'aller vers ces zones-là, mais pour les attirer de façon définitive et surtout les faire rester, parce que le but c'est qu'elles y restent, qu'elles s'installent, qu'elles fassent des enfants, qu'on ait vraiment des acteurs économiques en local, il faut que les maires prennent ces sujets-là à bras-le-corps. Donc on espère que cette tendance va s'installer, parce que ça fait un vrai rééquilibrage de l'univers de l'immobilier, qui était sous-jacent en fin 2019, parce qu'on on parlait déjà d'Orléans à l'époque, on avait déjà dit attention, les villes nouvelles, on commence à avoir des villes moyennes qui sont des villes de nouvelles destinations, on sentait des envies d'aller voir un peu ailleurs. Mais par contre, avec 2020 et la crise Covid, alors là, ça a pris une vraie... Ah ouais, mais je n'avais pas ça en tête. En fait, encore une fois, c'est parce que c'est vraiment le lieu commun maintenant, c'est accélérateur de tendance. Oui. Même pour l'immobilier, vous avez même pour l'immobilier. Cette envie de Limoges. Envie de Limoges. Vous saisissez au triple, là, comme ça. Alors, envie de Saint-Amand-Montrond, envie de Montrevel-en-Bresse. C'est où ça, Saint-Amand-Montrond? Attention, parce qu'avec moi, j'ai envie de tout savoir. C'est une ville qui est dans la Nièvre. On a également des villes qui sont dans la banlieue, dans la grande banlieue de Lyon. C'est une vraie rupture, pour le coup. Montrevel-en-Bresse, que je ne connaissais pas, qui est une ville de 2500 habitants, qui a une explosion
On a fait plus de 55 signatures de compromis dans le mois qui a suivi la sortie de confinement. 55 personnes, 55 logements dans une ville de 2500 habitants. 2500 et les petits hameaux autour, enfin quand même. Voilà. Donc au-delà des envies, au-delà de cet effet de coup d'accélérateur du phénomène du Covid et du confinement, on a une vraie tendance qui s'installe. Et je suis convaincue que le télétravail favorise aussi. C'est ça, télétravail. Et puis on va voir ce qui se passe sur l'immobilier de bureau. Je me souviens très bien les formidables patrons de bureaux locaux qui étaient venus discuter avec nous. Il y avait, du côté de Reims, il se passait des trucs dingues en termes de réservation sur l'immobilier de bureau. Enfin voilà, si ça suit. Donc ça c'est fait. Ensuite, alors autre point qui m'intéresse beaucoup dans votre actualité, Christine, c'est on parle comme les acteurs, votre actualité. C'est non mais alors là, soyons sérieux. Donc association avec deux plateformes digitales qui s'appellent Garant.me et Luco, c'est ça? Oui. Donc Luco, on verra après. Vous verrez ce que c'est avec Raphaël Vullierne. Donc qu'est-ce que offre garantie de loyer impayé. Racontez-moi un petit peu pourquoi vous voulez changer la donne là-dessus. Alors, on veut changer la donne parce qu'on s'aperçoit qu'il y a deux choses. Il y a d'une part une friction du marché entre les locataires et les bailleurs, une tension qui s'est créée avec ce marché, cette offre et demande qui est complètement déséquilibrée. Et puis ces exigences... Trop de demandes, vous voulez dire. Trop de demandes, trop d'exigences des bailleurs sur les garanties et sur les niveaux de revenus et les cautions, etc., qui créent une vraie tension et qui empêchaient beaucoup de nouveaux acteurs sur le monde du travail, comme les CDD, les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise, qui se retrouvaient ne pouvant pas accéder au logement parce que ne rentrant pas dans les cannes de la garantie des loyers impayés. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on arrête de dire non aux clients. En gros, si vous étiez salarié, ça allait, sinon vous étiez foutu. Et comme on sait que le salariat et le CDI sont quand même plutôt en perte de vitesse et qu'on est sur des vraies tendances de mobilité, ils ont dit, il faut absolument réfléchir. Donc on s'est dit, il nous faut une solution qui permette l'accès au logement à toutes ces personnes qui travaillent, qui ont un emploi, qui ont décidé de faire autre chose que du salariat classique en CDI et qui sont tout à fait solvables, avec une caution qui leur permette d'accéder au logement. Et de l'autre côté, on sait qu'un bailleur, lui, ce qui le fait trembler au quotidien, c'est est-ce que je vais toucher mon loyer ? Dans quel état je vais récupérer mon logement ? Et pour garantir au bailleur de toucher à date fixe un loyer qui va juste lui permettre de payer l'emprunt qu'il a sur son bien sur lequel il investit, on a trouvé une solution d'assurance avec Garant.me, entre autres, qui nous permet de pouvoir joindre les deux bouts. Et on offre aux locataires une plus grande possibilité d'accès au logement et également à nos bailleurs plus de sécurité. Oui, parce que eux, ils acceptent de prendre davantage de risques finalement aujourd'hui que les banques, par exemple, qui offrent des dispositifs de garantie de loyer. Exactement, ils ont une analyse de dossier, analyse du risque qui est faite différemment, beaucoup plus sur le reste à vivre et sur la capacité de rembourser d'un foyer fiscal. Intéressant. Alors que c'est vrai que les autres organismes sont très ancrés sur effectivement le niveau de revenu. Mais la façon dont vous dépensez votre argent... Oui, parce qu'en fait, on comprend parfaitement, et ça protège le marché, cette histoire des 30% pour des acquisitions. Bien sûr. Pour de la location, c'est quand même... vous avez raison, c'est quand même des choix, finalement, qui sont des choix de vie, et qui engagent beaucoup moins. Et c'est de plus en plus un choix de vie. On le voit sur nos clients. Moi, je suis donc agent immobilier dans Paris, 14e. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais oui, je m'en souviens, absolument. Et j'ai aujourd'hui plus de la moitié de ma clientèle en locataire qui correspond à ces nouveaux modes de consommation du travail. C'est des gens qui sont en CDD, qui n'ont pas envie de CDI, qui sont auto-entrepreneurs, qui veulent de la mobilité, de la liberté, et qui, notamment sur Paris, avec le niveau d'exigence en termes de garantie et de niveau de loyer, en fin de compte, on leur disait en permanence non. Voilà. Et alors, il y a un mouvement intéressant. C'est-à-dire, d'abord, vous donniez un chiffre, mais quand même, les loyers impayés, c'est ridicule. Je crois que c'est 1% des loyers. Oui, 1%, à peine. Voilà. Alors on comprend que ce soit évidemment très très compliqué pour le bailleur, mais enfin quand même. Ces 1% peuvent quand même être dramatiques. Mais là où c'est super intéressant votre mouvement, c'est que vous dites ça avait favorisé la location saisonnière, donc une belle manière de dire Airbnb. Sauf que là, c'est le retour de flamme pour ceux qui avaient un peu trop investi sur Airbnb, c'est ça Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reflèche la location, dite la location touristique, plutôt vers du saisonnier classique ou plutôt de la location meublée. Donc on récupère aujourd'hui sur le parc locatif, et tant mieux. Les étudiants vont arriver, puisque ils vont pouvoir reprendre des études en présentiel normal. Voilà, on espère que ça sera maintenu à la rentrée. Absolument. Donc ils vont avoir besoin de se loger. Donc c'est peut-être la première année où sur des villes comme Paris, on n'aura pas cette tension
de logement et qu'on pourra enfin leur offrir des conditions d'accès correctes au logement. Non, super intéressant et bravo de vous occuper de ce... Enfin voilà, il faut s'occuper de ce sujet. Ouais, exactement. Tant en termes, et on en parle beaucoup, de représentation de l'ensemble et de la façon de l'organisation de l'ensemble de ces nouveaux travailleurs, qu'en termes effectivement de garanties qu'on peut leur apporter pour le logement. Juste un mot, parce que parlons des bailleurs. J'avais eu une grande discussion avec Alain Dinin, vous pouvez retrouver ça d'ailleurs, hein, ça devait être au mois de février dernier, quelque chose comme ça, où lui, il voulait un véritable statut d'entrepreneur, d'une certaine manière, pour ceux qui investissaient dans l'immobilier locatif, avec déductibilité des pertes, etc. Enfin, amortissement, voilà. Pour absolument relancer en fait aujourd'hui la demande, parce que lui, promoteur, dit on est très 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 loin des fameux 400 000 logements qui nous vaudraient chaque année, quoi. Aujourd'hui, cette clientèle dite clientèle d'investisseurs, et ça concerne tout un chacun, parce qu'on est tous investisseurs à un moment ou à un autre, et potentiel en tout cas, on n'est pas sur l'institutionnel. Non, on est bien d'accord, particulier. En fin de compte, aujourd'hui, oui, il y a des dispositifs fiscaux, on en parlait tout à l'heure, il y a des possibilités sauf qu'elles correspondent à un carcan dans lequel tout le monde ne rentre pas. Ouais. Et aujourd'hui, celui qui veut investir et placer de l'argent pour sa retraite, pour capitaliser dans l'investissement locatif, aujourd'hui n'a pas de statut. Le statut lui donnerait en tout cas une raison économique d'exister, un vrai statut économique. C'est la reconnaissance qu'ils ont un rôle à jouer. Et plutôt que de toujours être en train de leur dire c'est pas bien et de flécher en fin de compte vous êtes des rentiers, etc. Voilà. Bah oui, discours que moi-même j'admets, je tiens assez régulièrement. Voilà, qui est dangereux parce que ils finissent par l'entendre et ça crée un climat de tension alors qu'on a besoin. Si on veut du logement investisseur, il nous faut des investisseurs. C'est clair. Et il nous faut des locataires. Il nous faut les deux. Donc arrêtons d'opposer les modèles. Et ce que vous dites, Christine, c'est le statut pour vous est presque plus important qu'une carotte fiscale supplémentaire qui serait attachée à ce nouveau statut. Moi, je trouve que l'effet levier, on l'aurait déjà sur la reconnaissance officielle de l'existence et de l'intérêt de l'existence de l'investisseur, qui aujourd'hui quand même assez malmené, il faut le reconnaître. Et comme acteur économique. Exactement. Qui sert à loger les gens, ce qui n'est pas un détail. Bien sûr. On est bien d'accord. Aujourd'hui, c'est presque une honte d'arriver dans une agence immobilière et de dire « je veux investir ». Tellement on a essayé d'ancrer dans la psychologie de nos concitoyens cette notion que l'investisseur, c'est un rentier. Donc quelque part, c'est pas beau. C'est juste un acteur économique qui fait tourner l'économie locale, qui non délocalisable, c'est juste extraordinaire pour nos quartiers, nos villes, nos régions. Ah mais et puis c'est une grande cause nationale. Bien sûr, je crois que... Donc il serait temps. Donc je rejoins Monsieur Dinan sur ce projet. C'est bien, une sorte d'union sacrée. Oui, bien sûr, sur les bonnes idées. Mais alors justement, Christine, mais peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler. Mais Orpi est ainsi faite, donc vous terminez un mandat de 4 ans, c'est ça, à la présidence d'Orpi? Exactement, à la fin de l'année. Il n'est pas renouvelable? Il est renouvelable 2 fois, c'est-à-dire qu'on peut faire 12 ans à la présidence du réseau Orpi. Moi, j'ai pris la décision de ne pas me représenter. Je portais un projet et le projet sera mené à bien à la fin de l'année, donc je suis fière des résultats. La marque est portée aujourd'hui à un niveau auquel elle n'a jamais été. Donc voilà, marché rempli. Enfin, globalement, c'est digitalisation, c'est ça la clé du truc? Digitalisation, innovation, à destination de nos clients, du parcours de nos clients, du parcours également de nos collaborateurs en agence. Et puis également positionner la marque Orpi. Se concentrer sur leurs tâches de conseil et d'accompagnement en éliminant les tâches chronophages. Mais bien sûr. Nos conseillers, nos agents immobiliers, ils sont là pour conseiller un client, comme le nom l'indique, pour l'accompagner et éviter qu'il fasse des erreurs de choix, de stratégie. Quand on voit la façon dont on doit traiter aujourd'hui des dossiers qui est de plus en plus chargé en documents à demander, un document de vente, quand j'ai commencé ma carrière... Ça, c'est la loi Allure, c'est les 200 pages. Un compromis, c'est 4 pages. Aujourd'hui, ça fait 200 pages. Ouais, c'est du délire. Donc, il faut qu'on automatise toutes ces tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée et qu'on concentre nos humains, nos experts et l'intelligence humaine sur l'accompagnement et la relation client. Bien sûr, ça, c'est une évidence. C'est ce qu'ils veulent en plus, eux aussi, j'imagine. Mais bien sûr, c'est le bon conseil au bon moment par rapport à votre projet. Non, mais je parlais de vos conseillers, de vos agents. Je pense que le métier recrute toujours. Alors, le métier recrute et rendre le métier intelligent, lui en faire des tâches intelligentes, on sera aussi beaucoup plus sexy pour pouvoir recruter toutes ces nouvelles valeurs. Oui, on recrute. Nous, on a environ 1000 postes en recrutement en permanence tous les ans. Tous les profils sans expérience nécessaire. On vous forme, on a tous les parcours prévus et tout est digitalisé en formation chez Orpi. Donc,
Vous venez comme vous êtes, comme dirait la marque. C'est déjà pris ça, c'est déjà pris comme slogan, venez comme vous êtes. Merci Christine Fumagalli, donc la présidente d'Orpi pour quelques mois encore. Voilà. Merci Stéphane. Était notre invitée sur Bismart.